Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 11e numéro de La Perme. La Perme, votre journal politique du confinement, qui a pour but non pas seulement d'informer, mais d'aborder de manière politique la période exceptionnelle que nous vivons et de dégager des pistes de lutte pour maintenant et après. Comme d'habitude, je vous encourage à partager cette vidéo, mais aussi à la liker, à vous abonner à la page de Parole d'honneur pour suivre notre actualité et ne rater aucune émission. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don pour soutenir notre équipe via le lien qui s'affiche à l'écran. Enfin, comme toujours, nous avons fait cette formule pour vous donner la possibilité aussi de poser vos questions et remarques aux invités que je ferai remonter en deuxième partie d'émission. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez déjà commencer. Et pour cela, rien de plus simple, vous n'avez qu'à poser vos questions dans la rubrique commentaires de ce live. Pour ce 11e numéro, on va parler de la destruction du système de santé et du fait que c'est nous qui en payons le prix. Et pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir tout d'abord Ronnie Broman. Bonsoir Ronnie Broman. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un médecin engagé dans plusieurs causes humanitaires et politiques. Vous êtes ancien président de Médecins sans frontières, mais toujours membre de Médecins sans frontières. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment Penser dans l'urgence, parcours critique d'un humanitaire, qui a été édité au Seuil en 2006, mais aussi dernièrement Guerre humanitaire, guerre humanitaire, mensonge et intox, édité chez Textuel en 2018. J'ai aussi le plaisir de recevoir Zouaïr Lana. Bonsoir. 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 Alors, vous êtes en direct de Turquie. Vous êtes chirurgien, obstétricien. Vous êtes ancien chef clinique des universités de Paris 7, Saint-Louis-la-Riboisière. Vous êtes aussi un médecin humanitaire engagé depuis 20 ans en Afrique et en Moyen-Orient. Et vous avez exercé notamment dans des zones en crise comme Gaza, Yémen et Syrie. Et enfin, dernier invité, Jérôme Martin. Bonsoir à vous, Jérôme. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes professeur, ancien président d'ACT-UP et cofondateur de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. Alors, avant de rentrer vraiment dans le débat, on va commencer par notre question habituelle. Je voulais d'abord savoir comment ça se passait pour vous actuellement dans cette période un peu exceptionnelle. Est-ce que vous êtes confiné? Est-ce que vous êtes obligé d'aller travailler? Comment ça se passe? On va commencer par vous, Ronnie Broman. Bien, moi, je suis confiné, je fais du télétravail, ce qui est d'ailleurs une habitude chez moi. Et comme je suis correctement logé en banlieue parisienne, le confinement est assez facile en ce qui me concerne. Zouaïr. Pareil, enfin, je suis confiné par obligation en Turquie après une mission en Syrie où j'ai enseigné la chirurgie et l'obstétrique, où on va en parler tout à l'heure, où la maladie due au corona est absente pour le moment, ou bien non diagnostiquée, je dirais. Et voilà, actuellement, j'essaie de travailler aussi par télétravail, donner des conseils, que ce soit en France ou dans mon pays de naissance, au Maroc. Et Jérôme? En tant que prof de français en lycée, j'ai pas mal de travail, surtout avec les annonces juste avant les vacances dans notre zone du maintien du bac de français, qui me semble un peu bizarre par rapport au bac. Ça fait déjà beaucoup de travail pour... ça permet de rappeler quand même que le jour de l'annonce de la fermeture des écoles, un jeudi il y a 4 semaines, 4 heures avant sur BFM Télé, notre ministre de l'Éducation nationale disait que la fermeture des écoles n'était pas un scénario envisagé, juste 4 heures avant. Donc, puisqu'on va être amené un peu à parler de santé publique et des messages contradictoires de ce gouvernement, ça peut être intéressant à rappeler. Et sinon, je milite beaucoup sur la question des pénuries des médicaments essentiels actuellement dans les services de réanimation. Les EHPAD, et on va en parler aussi juste après. Donc ça occupe pas mal de temps. Je n'ai pas vraiment le temps de m'ennuyer en fait. Oui, effectivement, on a l'impression qu'il n'y a pas de ligne directrice dans le gouvernement, que c'est un peu un désordre. On va discuter de tout ça. Et justement, pour commencer de façon un peu générale, un peu globale, qu'en est-il de la situation actuelle dans les hôpitaux? On parle d'une catastrophe, on parle de services de santé qui sont dépassés, du fait même que certains hôpitaux en France sont obligés de faire des choix entre qui sauver en priorité. Est-ce que vous avez des retours sur cette situation et est-ce que vous pouvez nous en parler? Moi, je ne travaille pas dans les hôpitaux, donc je n'ai pas d'expérience directe de la situation.
mais les retours que j'ai sont contrastés. Ils font état d'un côté d'une capacité à recevoir les patients dans leur ensemble. Donc, par exemple, moi, je n'ai pas eu d'exemple, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais je n'ai pas eu d'exemple de patients qui auraient été sacrifiés dans des services d'urgence. Et cela, c'est dû à l'extraordinaire, au magnifique effort qu'ont fait les soignants pour doubler en l'espace d'une dizaine de jours les capacités d'accueil pour des soins critiques, donc dans les services d'urgence et de soins intensifs. Donc c'est largement dû à l'énergie déployée par les équipes soignantes et les équipes d'ailleurs administratives également des hôpitaux. Donc de ce point de vue-là, par contre, du côté des EHPAD, c'est l'hécatombe, et là on voit qu'il y a des gens qui auraient pu être sauvés et qui ont été sacrifiés du fait de l'embouteillage, du fait de l'engorgement des services de communication et de l'impossibilité d'assurer le transport et les soins d'urgence aux résidents des EHPAD. Je crois que c'est là que s'est situé vraiment l'hécatombe, mais je n'ai pas connaissance de forme de triage, comme on dit, dans les services d'urgence eux-mêmes. Alors, je vais peut-être nuancer un petit peu ça, c'est que le triage, il prend deux formes. C'est qu'il y a le triage effectivement aux urgences ou au moment du passage en réanimation. Et pour l'instant, nous, de notre côté, on travaille avec le CIH, le collectif interhôpitaux, et le CU, le collectif interurgence. On est en contact quasi quotidien avec eux. Et effectivement, pour le moment, il n'y a pas ça. Mais il y a déjà un gros problème de rabaissement des standards de soins en réanimation, par exemple, du fait des pénuries d'un certain nombre de médicaments de première ligne. Mais il y a une autre forme de tri et d'accueil qui est de toute façon absolument indispensable dans la situation actuelle et vu l'état de démantèlement de l'hôpital public et d'austérité des 20 dernières années, qui est un tri des patients d'autres malades chroniques qui ont besoin d'un suivi à l'hôpital et à qui on dit non, pour le moment, ne venez pas. Donc, avec des formes plus ou moins graves de ce type de refus, ce qui est là encore un logique, on peut difficilement faire, mais qui va être difficilement tenable au bout de quelques temps. Et parfois, très souvent, ce tri-là, il est aussi pour la sécurité des personnes. C'est-à-dire que si on est au début de l'épidémie, accueillir des personnes qui viennent d'avoir une greffe, par exemple, alors qu'il y a le Covid autour, et que les personnes sont sous immunosuppresseurs, donc avec un système immunitaire un peu plus bas, c'était plus compliqué. Donc voilà. Le gros problème actuellement, c'est le manque de personnel, le manque de lits que l'on connaît, lié aux politiques des 20-25 dernières années, mais c'est aussi le manque de médicaments, de matériel de protection, de respirateurs, ces pénuries qui sont par un effet domino en train de toucher les EHPAD et même les pharmacies de ville. C'est-à-dire que la seule solution du gouvernement proposée, c'est une répartition nationale des stocks, sans augmentation de la production locale ou d'identification de nouveaux importateurs, ce qui fait que forcément à terme, si on va prendre les médicaments des EHPAD pour les donner dans les services de réanimation parce qu'on a cru que l'urgence était là, dans les EHPAD, ça commence à devenir très difficile aussi. Zahir, tout à fait d'accord. Moi, je pense qu'à une gestion de crise, à une situation exceptionnelle, il y a toujours une réponse exceptionnelle. Enfin, on est vraiment les mois qui font de l'humanitaire, on le sait, on peut travailler avec eux et on doit redistribuer vers l'urgence. En fait, je pense que les soignants, effectivement, en France, mais surtout en Île-de-France, ils ont fait preuve d'un travail extraordinaire parce qu'ils travaillent nuit et jour et ils se sont redéployés au risque, bien sûr, de leur vie avec peu de moyens de protection. Et ça fait, comme disait Jérôme, on met sur le carreau beaucoup de maladies chroniques qui ne sont pas prises en charge, beaucoup de diagnostics qui vont être retardés, beaucoup de patients qu'on dit ne venez pas, donc ils vont venir avec des symptômes retardés parce que cette situation ne peut pas durer très longtemps. Parce qu'on peut la comprendre pendant quelques temps, mais si ceci dure, on est à un mois, si ça continue, ça va être vraiment néfaste pour la santé des gens et on va avoir ce qu'on appelle des morts collatérales, c'est-à-dire des morts indirectes dues à une non-médecine. Bien sûr, on ne va pas revenir, je pense qu'on va en parler, que la santé en France, on l'a vu au niveau des moyens sur les 20 dernières années baisser progressivement et travailler à flux tendu un peu dans tout le service. Moi qui travaille dans les maternités, j'en sais quelque chose parce que le regroupement fait que toutes les équipes sont tendues. D'ailleurs, le chef de service de l'hôpital où je travaille, il a été malade aussi, il a eu une atteinte pulmonaire par le Covid. Et donc, parce que les gens travaillent dans des situations un peu délicates. Et ça fait qu'on est dans une situation un peu en France intermédiaire ou dans une offre de soins qui ne correspond pas à l'état que doit être une santé en France. On doit estimer.
Mais là, justement, vous parlez, Jérôme, tu as parlé des pénuries. Comment vous pouvez expliquer ces pénuries Est-ce que c'est le gouvernement qui est vraiment fautif là-dedans? Et si oui, c'est quoi les causes? Est-ce que c'est de l'incompétence ou est-ce que c'est plutôt une gestion cynique et libérale? Alors pourquoi choisir entre les deux? Et sur les questions de la responsabilité, enfin, parce que c'est un mélange des deux, et c'est aussi un mélange de facteurs conjoncturels liés à l'explosion de la demande. Et là, le gouvernement, comme tous les gouvernements, a raison de dire que c'était difficile d'anticiper le fait que ça allait augmenter de 200 l'augmentation des sédatifs, de consommation du curare dans le monde. Donc que ça prenne de court tout le monde, c'est une chose. Le problème, c'est que ça s'inscrit dans un contexte qui est lié aux orientations politiques, économiques, technologiques des 20-25 dernières années, de privatisation et de délocalisation de la production des médicaments et de façon plus générale des biens de santé. C'est-à-dire que le savoir-faire qu'il peut y avoir en France de produire de la matière première des médicaments, il y avait à peu près, on avait une souveraineté de 80% il y a 30 ans au niveau production de médicaments. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On dépend à 80% de puissances étrangères, notamment la Chine pour la matière première, l'Inde pour les médicaments. Ce qui fait que quand vous arrivez dans une situation d'explosion de la demande, d'une part, si les frontières de la Chine d'abord et puis de l'Inde ensuite ferment, bah, vous vous retrouvez un peu le bec dans l'eau. Et d'autre part, vu l'augmentation de la demande, s'il n'y a pas une augmentation de la production locale au niveau national ou européen, forcément à terme, la répartition des stocks, elle va poser problème. Donc j'ai donné l'exemple des EHPAD tout à l'heure, mais cette répartition problématique, elle est aussi au niveau international. Si on prend l'exemple de la chloroquine, par exemple, qui fait beaucoup parler d'elle, indépendamment de est-ce que ça marche ou pas, il y a un accroissement de la demande. Dès les premières semaines, les hôpitaux américains, par exemple, ont constitué des stocks. La chloroquine, elle est utilisée dans la lutte contre le paludisme. Donc, au niveau international, l'explosion de la demande de la chloroquine, elle risque, et l'OMS a lancé des premières alertes, de priver des malades qui en ont besoin en Afrique, en Asie, de médicaments qui leur assurent la vie au niveau paludisme. Et on risque d'avoir ce problème-là donc à l'échelle internationale, à l'échelle nationale, aux échelles très locales, entre les EHPAD, etc. Donc c'est un mélange vraiment de politique de long terme et de situations exceptionnelles. Et l'incompétence de l'État, la carence de l'État, elle est dans la minimisation du problème, depuis 15 jours que les premières alertes ont été lancées, et dans le refus de réquisitionner les usines pour pouvoir permettre une programmation nationale en fonction des besoins, qui est le seul moyen de relancer une production locale et de rétablir une souveraineté et de faire face, pas dans l'immédiat là tout de suite, mais au moins dans les prochains mois, à l'augmentation, parce que le problème va durer. Quelqu'un veut ajouter Ronnie Broman? Oui, on va avoir du mal à trouver matière à débat parce que je suis d'accord à la virgule près avec ce qui vient d'être dit. Je crois que c'est une très bonne description de la situation, la rencontre d'une grande tendance et d'un accident, hein, ce qui est, comme le disait Raymond Aron, un peu la fabrique de l'histoire. C'est comme ça que l'histoire se fait, dans ces rencontres inattendues. Et la conception, disons, au-delà du médicament, parce que le médicament n'est que l'une des dimensions du soin. Il y a bien entendu l'environnement hospitalier, l'environnement médical plus généralement, l'accès à ces hôpitaux, leur équipement. Plus généralement, c'est depuis le début des années 90 qu'on assiste, outre à une énorme transformation de l'industrie du médicament. C'est peut-être ce que je rajouterais par rapport à ce que vient de dire Jérôme Martin, dans la mesure où les laboratoires qui étaient beaucoup plus nombreux jusque dans les années 80 sont entrés dans une période de fusion-acquisition qui a donné naissance à d'énormes entités, avec la fusion d'équipes de recherche destinées à... Théoriquement, c'était le discours qui était affiché, destiné à pouvoir investir les quantités d'argent et de ressources intellectuelles suffisantes, puisqu'on dit que le développement d'une molécule, ça prend 10 à 15 ans, ça coûte 1 milliard à 1,5 milliard de dollars, ou d'euros d'ailleurs, c'est le même ordre de grandeur, et que ça justifiait la création de ces énormes entités, alors que ce que l'on constate, c'est qu'on a assisté à une sorte de transfert de valeur. Maintenant, l'essentiel des bénéfices que réalisent les laboratoires, qui sont parmi les entreprises les plus rentables du monde, avec le pétrole, la banque, ce sont les entreprises qui distribuent le maximum de dividendes à 2 chiffres. Eh bien, on voit que l'enrichissement des actionnaires est allé de pair avec un appauvrissement considérable de l'innovation thérapeutique, de la
découvert que de nouveaux médicaments. En gros, à part les antirétroviraux, qui sont d'ailleurs, pour l'essentiel, un produit de la recherche publique, offerts en cadeau à des laboratoires privés, mais qui initialement ont été mis au point par la recherche publique. C'est important à préciser parce que les laboratoires prennent souvent sur eux le crédit de l'innovation thérapeutique, alors que c'est quand même très largement la recherche publique elle-même en déshérence, mais c'est très largement celle-ci qui a assuré l'innovation médicale, ou en tout cas une partie des innovations médicales. Mais je reviens à l'hôpital. Depuis le tournant des années 90, on parle de l'hôpital comme d'une entreprise, d'une certaine manière, avec une logique managériale qui a été introduite, avec des postes de profit, avec la recherche d'un équilibre comptable et donc de profit réalisé par l'hôpital. Et ça a culminé avec la loi Hôpital, Population, Santé, Territoire de Marisol Touraine. Donc on voit que ce ne sont pas simplement les gouvernements de droite libérale, mais aussi de gauche libérale qui ont œuvré à cette destruction du service public hospitalier. Donc c'est un ensemble qui s'est appauvri. Je me reconnais tout à fait dans ce que disait Jérôme Martin sur le médicament. Je le resitue dans un contexte tout à fait analogue pour ce qui concerne l'hôpital public. Et j'ajouterais que là où on trouve aussi un mélange, disons, d'incompétence et de cynisme, enfin, cynisme, c'est un jugement moral pour parler de quelque chose qui est plus politique, c'est-à-dire l'économie du profit. C'est plutôt ça. Alors la croyance dans l'idée que la surabondance de la richesse va finir par profiter à tout le monde par un effet de ruissellement. Enfin, ça, c'est le dogme libéral par excellence. Il s'est aussi appliqué dans ce domaine. Et on voit par exemple des molécules, enfin des médicaments, pardon, qui sont mis en vente. Je pense à un médicament contre l'hépatite C qui est un remarquable médicament. Alors là, pour le compte, je crois qu'il vient de la recherche privée, qui est un médicament absolument remarquable puisqu'il guérit définitivement une maladie chronique qui était mortelle ou en tout cas extrêmement grave. L'hépatite C, on voit qu'il est mis en vente à 40 000, 50 000 $ le traitement, puisqu'il faut le prendre pendant plusieurs mois, alors qu'on arrive à le réduire, si on le produit en générique, à quelque chose de l'ordre de la centaine de dollars, voire moins. Enfin, il y a plusieurs évaluations, mais en tout cas, c'est un ordre de grandeur 100 fois inférieur. On a vu la même chose pour les antirétroviraux. Donc, par rapport à cette épidémie actuelle, cette pandémie actuelle, la question du coût final des médicaments qui vont être mis au point pour atténuer ou guérir la maladie, les antirétroviraux, les immunoglobulines, peut-être la chloroquine, c'est encore différent. Elle est en générique, elle vaut très peu d'argent. Mais c'est une question qui va se poser d'une manière vraiment aiguë. Et là, c'est la coopération internationale, c'est l'abord de coopération à l'échelle transnationale et internationale qui va être décisif. Si chacun tire dans son coin, ça va être la loi de la concurrence, de la compétition et en cours à la catastrophe. Oui, on va aborder le point de vue international. Zouhair, est-ce que vous voulez ajouter un point ? Oui, en fait, on dit toujours la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et le coût doit être le juste, mais pas tiré vers le bas. Effectivement, le fait de tirer vers le bas et d'essayer d'économiser surtout, et qu'avec le temps, nous, médecins, on a vu, on est dirigé maintenant par des financiers, en fait, qu'on traite en fait le médecin au niveau de ses actes et de ce qu'il a produit pour le service public, ce qui est vraiment contraire à toute la notion de service public on doit être au service du patient, parce que si tu passes avec un patient 1 heure et que c'est un patient grave, ça va compter qu'une seule consultation et finalement on passe pour des fois des mauvais. Et la logique comptable fait qu'on est vers une course vers l'avant, qu'il faut faire le plus. Et quand on ne fait pas, on est grondé. Moi, j'ai des amis chefs de service dans des petites maternités et ils se font gronder parce qu'il n'y a pas plus d'accouchements qu'ailleurs. C'est le chiffre qui compte. La qualité compte moins. Et là, on voit bien qu'au niveau de quand on a besoin de lits de réanimation
pour sauver les gens, eh on a besoin de personnes formées, on a besoin de matériel, de ressources humaines et de gens. Je pense que c'est un signal d'alarme auquel on doit apprendre déjà que les médicaments doivent être rapatriés en France pour une grande partie. Et deuxièmement, en fait, investir sur les ressources humaines qui sont vraiment les plus importants pour tenir et pour revenir à une santé publique de qualité. Le privé est important, mais il ne pourra jamais faire ce que fait la santé publique et on le voit devant nous avec cette crise, pas qu'en France, partout dans le monde. Et alors les pays du Sud, n'en parlons pas, parce que les pays du Sud, la santé publique, elle est complètement dans des situations catastrophiques où tout le monde la fuit. Alors là, c'est vraiment, il y a beaucoup à dire. Et on s'est trouvé dans les pays du Sud bec dans l'eau parce que le public est mauvais. Moi, par exemple, j'ai des informations de médecins réanimateurs anesthésistes qui, pendant leur cursus, ont essayé plutôt de faire de l'anesthésie parce que ça rapporte de l'argent. La réanimation, c'est beaucoup de risques et ça rapporte rien. Et maintenant, on a besoin de grands réanimateurs, il faut aller les chercher. Et tu as des médecins qui ont passé pendant leur cursus 1 an de réanimation. Comment voulez-vous qu'ils gèrent des cas très graves de patients qui sont sous respirateur? Ils vont tout simplement faire des bêtises parce que tout simplement, on leur a donc donné, l'objectif c'est gagner de l'argent, c'est pas être un médecin. Et donc, il faut recadrer tout ça dans sa place. Il faut que le soignant reprend sa place, il faut que le médecin reprend sa place, qui est d'abord de sauver des vies et d'être au service de l'humanité. Après, bien évidemment, il va avoir des émoulements, mais le médecin, il est honoré. Il n'est pas payé, il ne doit pas être une machine à gagner du fric. Il est applaudi à 20h. Peut-être juste pour... ça me paraît très important de mettre en regard ce qui vient d'être dit avec les interventions précédentes sur la question de l'utilisation de l'argent public dans la recherche privée. C'est-à-dire que depuis 20 ans, on dépense des milliards pour financer de la recherche. Donc le risque et l'investissement sont publics, mais les bénéfices sont privés. Je donne un exemple très très simple. Sanofi, depuis 10 ans, reçoit 150 millions d'euros au titre du crédit impôt recherche. Que fait Sanofi avec... Donc ça fait 1,5 milliard depuis 10 ans. Qu'a fait Sanofi avec ça? Il a supprimé 2000 postes de chercheurs, abandonné des domaines de recherche qu'il n'estimait pas rentables comme Alzheimer, et se contente ensuite de racheter des startups ou de breveter des molécules déjà très très anciennes comme l'insuline. Sanofi, l'insuline qui a pratiquement 100 ans, qui a été vendue par son concepteur 1 euro pour le public parce qu'il voulait sauver des vies, est rachetée et brevetée. Et c'est très très important à voir dans la situation actuelle puisque les molécules qui sont étudiées actuellement dans le cadre du Covid-19 sont la plupart du temps des molécules existantes. La chloroquine, le Kaletra qui est une combinaison d'antirétroviraux dans le cas du VIH. C'est l'argent, donc elles sont dans le domaine public, il n'y a plus de brevets dessus. C'est de l'argent public qui en finance l'intérêt et on voit très très bien, notamment dans les effets d'annonce d'Emmanuel Macron, en tout cas en France, à quel point l'industrie pharmaceutique derrière est là pour privatiser le truc derrière. Et nous, quand on donne autant d'argent ensuite, quand on atterrit avec des prix totalement indécents, une explosion des prix, comme le Sofosbuvir de Gilead dont a parlé Ronnie tout à l'heure, il n'y a plus d'argent pour les hôpitaux. Donc la question de la santé à un coût, etc., on n'a pas l'habitude, nous, en France, de poser la question de la légitimité du prix du médicament, sauf ces dernières années, et encore c'est beaucoup trop timide, sans doute parce que la sécurité sociale a rendu ça invisible pour nous. En tout cas pour les usagers, contrairement aux États-Unis, par exemple. Mais là, ça devient vraiment très, très urgent en fait, de la poser. Si on envoie des milliards à l'industrie pharmaceutique et qu'on paie 2 fois les médicaments, une fois pour la recherche et ensuite pour payer des millions, 2 millions, vous vous souvenez, la thérapie génique pour des petits bébés, le Zolgensma, donc avec un tirage au sort proposé par le laboratoire Novartis, 2 millions d'euros pour l'injection, c'est énorme. Ce médicament a été établi avec l'argent du Téléthon, donc l'argent de la générosité publique, et les recherches fondamentales viennent de l'INSERM. Donc on paie 2 fois les médicaments à des prix totalement explosifs. Évidemment, c'est le même budget, c'est l'assurance maladie. On n'a plus l'argent ensuite pour les hôpitaux. Donc quand on nous dit on n'a pas l'argent pour les hôpitaux, rappelons-nous, 150 millions pour Sanofi pour qu'il licencie des postes de chercheurs. Mais pour aller dans cette dynamique-là de la critique de la libéralisation, est-ce que les risques de pandémie n'ont pas été sous-estimés? Parce que là, on parle de la mauvaise gestion de la crise. Mais est-ce que la gestion de la crise n'a pas été, de l'épidémie, n'a pas été ratée bien en amont, notamment en baissant tous les financements sur les recherches sur ce genre de risque?
Euh, Tout dépend. Je me permets d'intervenir. Je n'ai pas de priorité d'intervention. Tout dépend de qui vous parlez. Parce que les écrits et les déclarations alertant sur le risque inévitable, je dis bien inévitable et imminent d'une pandémie virale, on les entend, on les lit depuis longtemps maintenant, depuis les années 90. Hein, je rappelle, pour ceux qui ne sont pas directement impliqués là-dedans, la succession d'épidémies virales que depuis le VIH, on a vu, qui ne sont pas d'ailleurs la suite du VIH, qui sont liées à une nouvelle organisation, disons, des populations, urbanisation, mouvement de population, etc. Mais le Zika, le chikungunya, le MERS, le SRAS, etc. Et il y en aura d'autres. On le sait, ça a été écrit. On a écrit non seulement que ça allait se produire, mais on a dit pourquoi ça allait se produire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à un certain moment, par exemple, des stocks de masques ont été constitués en France avant d'être démantelés, dispersés, on ne sait tout précisément, en tout cas moi je ne sais pas exactement où, détruits ou vendus ou donnés, mais en tout cas non conservés. Et d'ailleurs, c'est assez inquiétant de constater que c'est l'actuel directeur général de la Santé, qui était en poste aux fonctionnaires au ministère de la Santé à l'époque, qui a contribué au démantèlement de ces stocks. Donc ces stocks, ils avaient bien été faits en prévision d'une épidémie qui qui serait due à une contagion aérienne, à une contagion directe. Donc oui, ça avait été prévu. Mais c'est une chose de savoir et c'est une autre de croire que ça va arriver. Et ça, les gens dont c'est le métier de tenter de savoir, qui ont fait des recherches, l'ont fait. Mais ceux dont c'est le métier de décider de l'allocation des fonds, ils ont fait tout à fait autre chose et ils ont ignoré ces alertes. Par exemple, les chercheurs virologues qui s'intéressaient au corona ont vu leur budget augmenter après la première épidémie de SARS en 2002 pour être ensuite totalement abandonné sur le plan budgétaire, je veux dire, une dizaine d'années plus tard, quand le Corona 1, le SRAS, n'était plus à la mode. Donc on voit bien qu'il y a une distorsion entre ce que l'on sait, ce que l'on peut savoir, et ce que l'on croit ou que l'on a envie de croire. Et c'est dans cet espace-là aussi que se trouve une des clés de compréhension de la situation actuelle. Est-ce que quelqu'un veut ajouter un point sur ça ou Peut-être, je sais pas, ça pose toujours la question de savoir, bon, est-ce qu'on savait avant et à quel moment, avec en général des objections assez terribles de mauvaise foi de la part des mêmes qui nous défendent le système, la libéralisation de la médecine, de la santé depuis 20 ans. Je pense à des Christophe Barbier, à des Apathy, etc., tous ces éditorialistes sur qui continuent dans les plateaux télévisés. Je pense qu'il faut... que de savoir si au déclenchement de la crise, certaines mesures auraient pu être prises plus tôt. Pour moi, c'est une question qu'il ne faut pas poser maintenant, elle pourra se poser plus tard. En tout cas, moi, je n'ai pas les éléments pour répondre. Ce qu'on peut par contre dire, c'est qu'en septembre dernier, après 9 mois de grève, des urgentistes disaient dans des réunions publiques « on ne pourra pas faire face à un pic d'épidémie dans les urgences ». Eux parlaient de la grippe à ce moment-là, ils envisageaient l'hypothèse d'une très forte hausse de la grippe qui n'a pas eu lieu, notamment du fait des grèves pour les retraites, mais ils l'ont dit. Et on n'a pas écouté. Le budget des hôpitaux a continué à baisser. On a dit, l'Observatoire par exemple a proposé en octobre dernier des amendements au projet de loi de financement de sécurité sociale pour faire toute la transparence sur les pénuries de médicaments, les ruptures de stock, avoir une vision globale, nationale, donc un état des lieux des stocks en France, mais aussi une transparence totale sur l'origine des matières premières. L'amendement a été refusé par le rapporteur En Marche à l'Assemblée nationale au motif que c'était trop compliqué. On voit bien à quel point aujourd'hui, si on avait mis en place ça, ça nous aiderait quand même pour lutter contre les pénuries. Ce rapporteur, comment s'appelait-il ? Il s'appelait Olivier Véran, c'est l'actuel ministre de la Santé, qui depuis un mois que les pénuries se déclarent, notamment sur les réactifs et maintenant sur les médicaments vitaux, n'a toujours pas pris de décret pour assurer cette transparence, ou en tout cas n'a pas communiqué dessus, alors que le gouvernement a dit qu'ils allaient être transparents là-dessus, et ne répond pas à nos demandes quand on leur demande qu'est-ce que vous faites.
Et en fait, enfin, voilà, en décembre dernier, le 30 décembre dernier, il y a un énième décret remettant en cause le droit à la santé des étrangers, cette fois-ci les demandeurs d'asile. On reporte de 30 jours la possibilité qu'ils obtiennent l'aide médicale d'État pour les sans-papiers. Ça signifie que ça passe à 6 mois. 6 mois pendant que des personnes, des dizaines de milliers de personnes en France qui ont fui leur pays, qui sont en France, voilà, dans des conditions super précaires, n'ont pas un accès aux soins corrects et doivent passer par les dispensaires de Médecins du Monde, de MSF, etc. Tout le monde dit c'est inhumain pour ces personnes, c'est un danger pour ces personnes, c'est inhumain pour la santé publique. Voilà. Et on arrive ici, tout d'un coup, on se rend compte que c'est tiens, les étrangers, les sans-papiers, oui, ils sont plus exposés là-dessus. Donc, la question de savoir est-ce que cette crise-là, dans sa forme-là, est-ce qu'elle est anticipable? Non, personne n'a de boule de cristal. Mais est-ce que les alertes ont été données pour dire qu'on n'avait pas les moyens de faire face à une crise, qu'on se mettait en danger et qu'il suffisait d'un petit quelque chose pour que tout pète? Tout a été dit là-dessus, en fait. Je crois que juste un mot pour... pardon, non, je vais excuser. Non, allez-y. Juste un mot pour dire que cette notion d'hôpital-entreprise explique l'impréparation, parce qu'on sait bien que l'entreprise, en tout cas dans son acception moderne, dans les formes managériales qui sont prônées depuis quelques dizaines d'années, disons en gros depuis la révolution néolibérale, depuis les années 80, les entreprises opèrent à flux tendu. Ce que l'on admire dans une entreprise, c'est 0 stock et 100% de flux tendu. Et l'hôpital entreprise, eh bien, il fonctionne aussi comme ça. Et disons, la santé entreprise fonctionne aussi comme ça. Pas de stock parce que ça coûte cher à entretenir, à renouveler, à garder, etc. Donc, il faut que ça coule en permanence. Mais quand vous êtes à flux tendu en permanence, il est impossible de trouver la moindre élasticité dans votre fonctionnement pour faire face à un événement imprévu. Le flux tendu, il aime le prévu, le planifié, l'organiser. C'est d'ailleurs là qu'on voit aussi que les libéraux, contrairement à ce qu'on croit, ils fonctionnent aussi selon la modalité du Gosplan, un peu du plan quinquennal soviétique, qui a effectivement contribué à détruire l'Union soviétique. Mais cette façon de faire aussi, elle contribue également à détruire le système, en tout cas dans sa viabilité aujourd'hui. Mais je pense que c'était le but un peu. C'était le but en fait de rendre l'hôpital entreprise, de le rendre rentable et forcément, comme le numerus clausus, baisser la demande pour baisser les dépenses. C'est complètement illogique parce que la santé, il y a toujours une demande de santé et si on baisse la demande, c'est qu'on vient un peu trop tard. Et quand on arrive trop tard, on va donner beaucoup plus pour sauver quelqu'un qui on aurait pu donner des soins de qualité. Comme par exemple, si on parle de la chloroquine, moi j'ai des recherches parce que je ne comprenais pas comment un antiparasitaire peut guérir un virus. Il y a toujours beaucoup d'hypothèses. Mais une des caractéristiques de la chloroquine, et je pense que Ronnie Broman, je ne sais pas ce que vous pensez, parce que vous avez fait la médecine tropicale, donc c'est quelque chose que vous connaissez bien, et qu'il agit comme un anti-inflammatoire. Et un des problèmes de cette maladie, c'est qu'elle provoque une inflammation par libération d'ions de fer. Cette inflammation donne tout de suite une fibrose, la fibrose qu'on voit sur les scanners comme verdipoli. Et je pense qu'un médicament comme la chloroquine qui est à bas prix, qui est disponible et qu'après on n'a plus la main dessus pour l'utiliser à bon escient, je ne comprends pas. Vraiment, j'ai du mal à comprendre. Là, je rejoins Jérôme. Est-ce que c'est de la mauvaise foi ou c'est de la mauvaise politique? On ne sait plus rien. Un mot sur la chloroquine. Son efficacité n'est pas... Je dirais un mot du mécanisme, mais d'abord sur le résultat que vous évoquiez à l'instant. Son efficacité n'est pas du tout démontrée. Sa toxicité existe et comme toujours, entre médecins, on le sait, tout médicament est un poison potentiel. C'est qu'une question de dosage et donc on doit l'administrer en fonction des bénéfices attendus qui doivent être supérieurs aux risques encourus. Ça, c'est la clé, c'est le principe de base. Or, jusqu'à présent, la chloroquine n'a pas démontré son intérêt thérapeutique et en tout cas un intérêt thérapeutique supérieur au risque qu'elle fait courir à un certain nombre de patients, notamment ceux qui ont des problèmes de troubles du rythme, d'hypertension, etc. Donc ça, c'est un aspect de la question de la chloroquine. Il faut garder à l'esprit que dans l'emballement et l'envie de trouver un remède qui soit accessible et efficace,
on a tendance à sauter des étapes et à ignorer la pauvreté des résultats observés pour l'instant. Et le dernier essai du professeur Raoul, dont j'ai lu le compte-rendu en 2 pages, n'a rien de convaincant, en tout cas n'apporte rien par rapport à ce qu'on disait déjà auparavant. Donc, mais ça ne veut pas dire que la chloroquine ne va pas être utile, mais en tout cas que pour l'instant, son intérêt n'est pas démontré. Quant à l'effet, il peut être attendu dans la première phase, puisqu'en gros, on peut dire que le Covid évolue en 2 phases. Une phase où le virus infecte les cellules et se réplique, ce qui entraîne la toux, la fièvre, les douleurs, etc. Et puis une deuxième phase où, avec la fibrose, la détresse respiratoire, où là, c'est l'emballement immunitaire que l'on observe et qui lui-même devient, donc c'est la réaction de l'organisme qui devient un danger pour l'organisme. C'est un phénomène qu'on connaît dans d'autres pathologies. Hein. Les maladies auto-immunes relèvent aussi de plus ou moins de cette catégorie-là. Donc, il peut y avoir des indications à un stade précoce, puisque la chloroquine a pour vertu, c'est comme ça qu'elle tuait le parasite responsable du paludisme, de rentrer dans les cellules. Et c'est ça que l'on cherche, parce qu'il faut pénétrer la membrane cellulaire, trouver la clé qui permet d'ouvrir, or la chloroquine permet cela, d'entrer, et donc de détruire le virus qui se trouve à l'intérieur des cellules, puisque c'est là qu'il se réplique et qu'il détruit ensuite les cellules. Donc la chloroquine pourrait avoir une indication dans la phase précoce de la maladie, lorsque les troubles sont exprimés, mais qu'on n'en est pas encore à la détresse respiratoire, et pourrait éventuellement prévenir la survenue de cet état en tuant le virus avant qu'il ne provoque ses effets hyper-humains. Mais enfin, on attend. Donc là, il y a une controverse. Je discutais hier avec une collègue allemande, une épidémiologiste allemande qui nous indiquait à un petit groupe de gens de Médecins sans frontières comment ça se passait en Allemagne pour essayer de comprendre ce qu'étaient Bon, ils ont d'assez bons résultats du point de vue de la mortalité, du point de vue de l'hospitalisation. Ils sont pas tendus comme nous le sommes ici. Mais là-bas, la chloroquine ne suscite aucun débat. La chloroquine fait partie des molécules, des médicaments qui sont testés dans l'essai européen comme dans l'essai international. Mais il n'y a pas cette controverse. Il me semble qu'elle est... Bon, moi, je suis pour le débat et la controverse, y compris en période de crise, donc je ne conteste pas que des gens ont tout à fait le droit de s'exprimer. Mais quand je vois les soutiens de la chloroquine, si vous voulez, de Bernard Tapie à Gilbert Collard, en passant par Valérie Boyer, Estrosi, Brigitte Bardot. Malheureusement, ça d'un seul coup se découvrent des cliniciens, ça ne fait que rajouter aux soupçons qu'on peut avoir là-dessus. Mais à mon avis, sur cette question-là, le problème, il est même plus profond que simplement les soutiens. C'est qu'on est... Enfin, c'était quand même un geste très très grave ce qu'a fait Emmanuel Macron d'aller soutenir une recherche et et comme tout d'un coup un chef de l'État pouvait valider ce qui était scientifique. Et en fait, un des problèmes de fond des débats qu'on a en France, c'est une confusion totale entre ce qui est de l'ordre de la recherche, de la production de la connaissance et ce qui est de l'ordre du soin. En fait, il est tout à fait possible, en âme et conscience, un médecin peut donner un médicament qui n'est pas prévu pour ça. En dernier ressort, éthiquement, c'est possible, c'est du soin, mais c'est pas la production de connaissances, évidemment, avec le maximum de consentement de la personne. Les essais, ça reste autre chose. Alors évidemment, dans les années 90, quand les trithérapies sont arrivées en France, aux États-Unis, le combat a été d'élargir le plus possible les essais et d'ouverture pour que les malades qui allaient mourir puissent les prendre, même si l'évaluation des effets secondaires n'était pas tout à fait faite. Mais la contrepartie, ça a été que les associations de malades ensuite ont exigé des essais de suivi des effets indésirables. Par exemple, qu'il y a eu un rapport de force qui s'est construit. Là, on est dans un truc, Raoult est quand même dans une position super paternaliste de piétinement total de l'éthique dans les essais, quand il dit moi, l'éthique dans les essais, la collégialité, c'est pas possible. Pour moi, c'est la méthode de Tom. Alors, c'est en référence à un discours d'un soignant anglais qui disait que son fils s'appelait Tom et qui traitait tous ses patients comme son fils. Moi, je ne suis pas un enfant. Et la démocratie sanitaire, c'est pas fait pour les chiens, c'est une véritable garantie. Et l'idée, ce qui se joue là-dedans, c'est l'exclusion des patients et de leurs représentants de la recherche,
et des discussions éthiques et sanitaires. C'est le tout pouvoir du biomédical, tout ce que notamment la lutte contre le sida a permis de battre un peu en brèche, ce pouvoir médical, est en train de revenir et évidemment appuyé par toute la démagogie possible, notamment de la droite et de l'extrême droite. Alors, juste peut-être... un dernier point, Ronnie Broman. Oui, un dernier point sur le rapport entre savoir et politique, enfin savoir scientifique et... justement, je voulais juste vous poser une question sur ça. Alors, je vais faire encore 2 petites questions avant de venir aux questions des auditeurs parce qu'il y en a pas mal. Là, sur le rapport entre politique et scientifique, toutes les décisions qui sont prises par le gouvernement sont légitimées par le fait qu'ils ont un conseil scientifique. Quel est votre regard sur ce conseil scientifique ? Moi, je n'ai pas suivi de très près les comptes rendus du conseil scientifique, donc je ne suis pas très sûr de mon avis. Mais je vais peut-être juste ajouter ce que j'avais l'intention de dire auparavant, parce que là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait Jérôme Martin, ou plutôt, je pense que ça doit être nuancé par le fait qu'il y a une zone de recouvrement. Certes, la recherche virologique, pharmacologique, génétique, ou même d'ailleurs anthropologique, sociologique, c'est vrai également pour les sciences sociales, doit être conduite en toute indépendance et il n'y a pas d'interaction directe avec le politique. En revanche, il me semble que dans un événement de cette taille-là, c'est assez légitime lorsqu'un gouvernement s'entoure de scientifiques, il y a une partition à faire des savoirs. Il y a les savoirs, disons, objectivables. Ce virus appartient à telle famille, il agit de telle façon, c'est un virus à ARN et il est donc éventuellement sensible à telle molécule. Ça, c'est du savoir, disons, objectivable, qui ne dépend pas de l'opinion des uns et des autres sur ce que doit être le rôle d'un gouvernement, les rapports entre pouvoir et société, le degré de liberté, etc. Mais lorsqu'il s'agit de modélisation des formes épidémiques, comme par exemple l'Imperial College en fournit. L'Imperial College, c'est vraiment la mecque de la modélisation, avec d'ailleurs un bilan qui est discutable. Ce n'est pas du tout une critique cachée que je dis là, c'est vraiment objectivement discutable. Ils ont prévu certaines choses, ils en ont manqué d'autres, ils ont surévalué d'autres choses. Enfin, ils ont fait beaucoup d'erreurs parce que les modélisations mathématiques se fondent sur des hypothèses qui sont toujours très discutables. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Par exemple, le confinement, parce que c'est là que je voulais en venir, le confinement est le résultat d'une modélisation mathématique dont la conclusion était que la réduction des interactions d'environ 60% permettrait de couper la route au virus et donc d'obtenir l'extinction de cette... C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, mais en tout cas, là, on n'en sait rien. Il y a une forte incertitude qui pèse sur ce résultat, mais après tout, on peut le considérer comme valide pour prendre des décisions dans un premier temps. Et à ce moment-là, le niveau du confinement, il dépend d'un équilibre entre l'idée qu'on se fait de la contrainte qu'on peut exercer sur une société, de l'idée qu'on se fait de la contrainte qu'une société est prête à accepter. On voit que, par exemple, en Corée du Sud et en France, ça n'est pas forcément les mêmes niveaux de compliance ou d'acceptation. Et donc là, on est à cheval entre le scientifique et, disons, le philosophique, enfin, en tout cas, les cadres intellectuels, les cadres d'analyse qui conduisent à des décisions politiques. Donc là, on a un chevauchement qui justifie tout de même qu'il y ait un conseil scientifique pluraliste. Et c'est cela que, finalement, je ne suis pas capable de trancher. Est-ce que ce conseil scientifique est vraiment pluraliste ? Et je précise que je ne m'exprime pas par euphémisme. Donc, une question ne vaut pas une réponse sous-jacente. Je ne le sais pas. Moi, j'ai une bonne idée, j'ai une bonne opinion du professeur Delfraissy, que j'ai vu dans d'autres circonstances au moment de l'épidémie d'Ebola et qui avait, je trouve, une attitude constructive, des cadres d'analyse intéressants. Il y a des gens tout à fait compétents là-dedans, mais je ne remets certainement pas en cause la compétence. Mais quel est son poids? Quel est le niveau des discussions? Ça, je n'en sais rien. Et du coup, je ne suis pas à même de porter un jugement d'ensemble. Mais je trouve qu'il est justifié qu'il y ait un conseil scientifique. Tout à fait, c'est clair. D'accord. Vous êtes d'accord sur ça? Moi, je voulais juste simplement rajouter sur... l'enjeu, qu'il y ait un conseil scientifique, c'est complètement normal. Qu'il
couvre de très nombreux sujets. Dans son dernier avis, il évoque la question du confinement pour les femmes victimes de violences conjugales, par exemple. Il donne des avis, c'est encore autre chose. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il a été mis en place très tardivement. Très tardivement par rapport au début de l'épidémie. Voilà. Ce qu'il faut encore noter, c'est que quand il y a eu la discussion il y a 3 semaines de la loi sur l'urgence sanitaire, des amendements ouvrant à la composition à la société civile, notamment à des représentants des associations de patients, qui est quand même un des grands acquis de la démocratie sanitaire de ces 30 dernières années, a été refusé par la majorité et le gouvernement. Il faut voir ensuite que ce conseil scientifique n'a émis, dans ses 4 derniers avis, aucune recommandation sur le dépistage. Ce qui a permis au gouvernement, pardon, ça fait une logique complotiste, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Il y avait donc les recommandations de l'OMS qui étaient dépister. Or, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Il a prétendu avoir une doctrine médicale, soi-disant venue de la Commission européenne, c'est le discours le point presse de Véran il y a 3 semaines, qui indiquait qu'en période telle qu'on la connaît de très forte épidémie, ça ne servait à rien de dépister. Or, allons dire ça aux soignants, dont certains n'ont pas pu accéder au dépistage, allons dire ça aux résidents d'EHPAD et aux professionnels d'EHPAD, allons dire ça aux salariés qui n'ont pas de masque et qui sont obligés de travailler, y compris dans des activités non nécessaires. Quand on a une épidémie où la dynamique repose beaucoup sur des personnes asymptomatiques, évidemment que le dépistage était nécessaire. Ce qu'aurait dû dire le gouvernement, c'est qu'on n'a pas la capacité de dépistage actuellement. Et donc, on doit faire avec l'existant, donc sélectionner. Ça aurait été honnête. Ça n'aurait pas été satisfaisant, mais ça aurait été honnête. Or, le gouvernement a fait un habillage médical de la pénurie. C'est le même habillage médical qu'il a fait avec les masques. Donc, il y a un conseil scientifique et on a d'un autre côté un gouvernement qui dit « je m'appuie sur la science » et en fait, quand on creuse, mais un tout petit peu, il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études, je suis prof de lettres, voilà, on se rend compte que c'est du mensonge. Il faut vraiment dire les choses telles qu'elles sont. Olivier Véran, Édouard Philippe, notamment à l'Assemblée nationale ou dans leur point presse, ont menti sur ces questions-là en prétextant un habillage médical pour justifier la pénurie. Et c'est extrêmement grave. Et un dernier point, ça me paraît quand même très important que ce conseil scientifique, il y ait beaucoup de gens qui viennent de la lutte contre le sida, puisqu'il y a quand même dans la lutte contre le sida une grande tradition de ne pas se contenter du biomédical, qui est évidemment super important, y compris la modélisation, mais d'envisager tous les aspects, y compris droits sociaux, y compris humains. Et moi, j'attends par ailleurs qu'il y ait de cet avis scientifique, qu'il y ait un peu plus de choses. Pareil pour le comité d'éthique, notamment sur les pénuries. On aimerait vraiment que ces conseils s'emparent de la question des pénuries, s'emparent des questions de population particulièrement exclues. Alors, il y a déjà eu quelques points sur les étrangers, les migrants, sur les prisonniers, un long point sur la question des prisons, voilà, mais on est quand même dans un pays où on a toujours des centres de rétention administrative qui n'ont pas été vidés, et c'est absolument essentiel que le conseil scientifique dise à quel point c'est une aberration épidémiologique, mais aussi sur des choses beaucoup plus, auxquelles on ne pense pas quand on ne vient pas de la lutte contre le sida, par exemple pour les prostituées et les travailleuses du sexe. On a des personnes qui sont sans revenus, du fait du confinement, ou alors qui vont devoir prendre des risques pour avoir des revenus, et qui, contrairement à d'autres auto-entrepreneurs, puisque c'est normalement leur statut officiel, ne vont pas faire pouvoir valoir de facture pour pouvoir obtenir des indemnités comme d'autres entrepreneurs le peuvent. Et là encore, pour reposer la question de est-ce qu'on savait avant, dans un domaine tout autre que celui de la question du financement de la santé publique, là, ça fait 4 ans que Médecins du Monde, le planning familial, les associations de lutte contre le sida disent que la loi pénalisant les clients précarise, met en danger les prostituées pour plein de raisons différentes, vis-à-vis du VIH, vis-à-vis des agressions en hausse, avec des meurtres. Là, on a un exemple patent en situation de crise de ce que ça donne. Évidemment que les prostituées, les travailleurs du sexe ne peuvent pas fournir de factures, puisque les clients sont pénalisés. J'en profite simplement pour dire, pour ceux qui ne connaissent pas, de suivre le travail de l'association Acceptez Transgenre, qui suit des travailleurs du sexe transgenres, sans papier notamment, et qui a un énorme besoin d'appel à dons pour leur assurer de l'aide. Dans les questions des auditeurs, on va aborder les questions des inégalités, notamment au confinement. Il me semble que, René Broman, vous avez parlé de ça à l'Humanité. Avant de passer aux questions des auditeurs qui sont nombreuses, j'avais une dernière question. On est resté sur le cas de la France et de l'Europe. Qu'en est-il du cas des pays du Sud? Dans certains cas, dans des pays qui connaissent déjà des graves crises sanitaires, des crises humanitaires, comme en Syrie par exemple, ou dans d'autres pays qui ne possèdent pas les mêmes structures de santé, est-ce qu'on doit craindre le pire? Est-ce qu'on est au bord d'une catastrophe humanitaire? Zouhair, pour commencer. Là, paradoxalement, ça se passe mieux dans les pays du Sud. Paradoxalement. Parce qu'en fait, il y a 2 problèmes. Le premier problème, c'est que, il n'y a pas de dépistage, donc on ne sait pas qu'il y a une PCR positive.
Je viens d'appeler mes amis de Syrie d'où je viens, ou le nord-ouest où j'ai travaillé pendant les 4 dernières années. Et il y a 4 200 000 habitants actuellement, dont 1 million qui viennent de migrer il y a 6 mois. Il n'y a aucun patient en réanimation. On va prendre ça comme repère. Ça veut dire qu'il y a personne de grave, disons d'atteinte de grave. À Gaza, il y a un réanimateur anesthésiste, il y a 12 cas et qui ne sont pas du tout graves, ils ont juste besoin d'un peu d'oxygène. Je vais ajouter quelque chose qui est très important, mais surtout pour les médecins, là, parce que en fait, les médecins traitent la complication de cette maladie comme une détresse respiratoire aiguë ou comme une pneumonie. Alors qu'en fait, il y a certains médecins plus observateurs que d'autres disent qu'on a une mauvaise maladie. Ce n'est pas la même maladie. C'est qu'en fait, en hyperventilant avec une forte taux d'oxygène, on aggrave les patients. C'est pour ça que les personnes âgées, surtout, ne tiennent pas. Et en fait, en pensant faire du bien, en les traitant comme une détresse respiratoire normale, on les traite mal parce que leur capacité pulmonaire fibrosée, donc, elle est mauvaise. Il faut leur donner l'oxygène. D'ailleurs, j'ai entendu tout à l'heure que Boris Johnson est sorti d'affaire que par un peu d'oxygène, sans chloroquine. Il n'a pas eu de drogloxyosine, mais il s'en sort qu'avec un peu d'oxygène parce qu'en fait, cette maladie, maintenant, pour la comprendre un peu, on essaie parce qu'on ne sait pas comment les alvéoles sont détruites, mais a priori, l'hémoglobine doit transporter le fer, et l'hémoglobine qui contient le fer qui doit transporter l'oxygène. Une fois que l'oxygène n'est pas transporté par l'hémoglobine, le fer se décompose sur les alvéoles. Et donc, ces patients, ils ont l'impression d'être asphyxiés, exactement comme celui qui a été intoxiqué au CO ou comme celui qu'on a posé sur une montagne et qui n'a pas l'habitude de faire l'escalade. Alors, dans les pays du Sud actuellement, comme vous voyez, il ne se passe pas beaucoup de cas. Il y a malheureusement, heureusement, peu de prise en charge réelle. Parce qu'en France, c'est vrai qu'on se bat beaucoup. Mais moi, quand je regarde ça de l'extérieur, je trouve des fois ces bagarres sont intéressantes. Mais en fait, des fois, on va se chamailler sur les détails et on laisse l'essentiel. L'essentiel, je pense, actuellement, c'est de sauver les gens. Et après, il faut mettre les choses à plat pour ceux qui veulent pointer les dysfonctionnements. On va les pointer certainement parce qu'une crise pareille doit faire sortir des corollaires. Il y a le glissement actuellement en France, c'est pour juste répondre pour un peu ajouter à la dernière discussion de tout à l'heure, c'est le glissement du sanitaire vers le sécuritaire. Et on observe ça très, très bien dans le 93, bien évidemment. Quelqu'un va ajouter quelque chose sur le cas des pays du Sud ? Oui, je confirme ce que disait Wahir à l'instant. Il y a très peu de détection et pour l'instant, on ne voit pas de flambée épidémique, mais on ne sait pas si c'est parce qu'on est dans le brouillard et qu'on ne voit rien ou si c'est parce qu'il n'y a rien à voir. Ça, ou pas grand-chose à voir. On peut, vraiment c'est très hasardeux, mais je le dis parce que c'est peut-être une hypothèse un peu optimiste ou en tout cas réconfortante. Le profil démographique dans les pays du Sud est très différent de celui des pays du Nord, en ce sens que la population est en très grande proportion beaucoup plus jeune et qu'elle a donc de solides défenses immunitaires qui sont de plus sollicitées par la circulation de germes différents qui peuvent assurer aussi, enfin, il y a les mêmes germes et puis il y en a d'autres, il y a une partie qui est commune et une partie qui ne l'est pas, des germes parasitaires ou certaines bactéries qui circulent, qui peuvent induire une immunité spontanée, l'immunité de groupe, différente de celle que l'on a en Europe et qui pourrait éventuellement donc assurer, enfin en tout cas fournir d'autres conditions de circulation du virus que celles que l'on connaît en Europe. D'où disons, une proportion de jeunes, c'est-à-dire de moins de 45 ans, énormément plus grande qu'en France. J'ai plus les chiffres en tête, je ne veux pas dire de bêtises, mais enfin, on est vraiment un chiffre très majoritaire, 70-80%, ce qui est pratiquement le contraire
en Europe, et puis ce profil épidémiologique ou immunitaire distinct, on peut imaginer que l'autoroute sur laquelle s'est déployé et a avancé très vite le virus en Chine, en Asie et en Europe, n'existe pas dans d'autres pays du monde, notamment sur le continent africain. Mais c'est une hypothèse que pour l'instant rien ne vient soutenir. Il faut quand même garder aussi en ligne de compte que la crise du Covid-19 ne va pas concerner que le Covid-19. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, l'explosion de la demande de médicaments, par exemple, si le Kaletra ou la chloroquine confirment leur intérêt, sont des molécules déjà utilisées pour d'autres pathologies, le VIH, le paludisme, certaines maladies auto-immunes. Donc, si la demande explose, si on continue à conserver le médicament dans les lois du marché et s'il n'y a pas de hausse de la production, il est très très clair que les fournisseurs de médicaments vont se tourner vers les pays qui vont acheter les médicaments plus chers, donc les pays les plus riches, et vont délaisser les pays les plus pauvres. Et c'est donc une remise en cause des progrès qui ont pu être faits les 20 dernières années en matière d'accès au traitement, notamment contre le VIH et contre le paludisme. Et là, il faut vraiment l'avoir en tête. Il y a ces effets dominos de cette crise sanitaire. Oui, et c'est ce qu'on aborde souvent dans cette émission, c'est que ce n'est pas seulement une crise sanitaire, c'est une crise politique. Et on pourrait aussi parler des répercussions pour les pays du Sud en termes économiques. J'espère qu'on aura peut-être le temps d'en parler là durant l'émission, mais on va passer aux questions des auditeurs. La première question de Hichem Midi qui demande: la stratégie des pays asiatiques de dépister massivement et de tracer les malades pour les isoler n'a-t-elle pas été plus pertinente que la réponse européenne de confinement total? La réponse est indiscutablement oui, encore qu'il faut distinguer entre la Chine et puis la périphérie chinoise, disons Hong Kong, Taïwan, Singapour et évidemment la Corée du Sud. C'est la Corée du Sud et Taïwan qui aujourd'hui remportent les meilleurs résultats, à la fois parce qu'ils étaient déjà très sensibles au corona, parce qu'eux n'ont pas abandonné les recherches sur le SRAS, ils ont enduré l'épreuve de la première épidémie de corona en 2002-2003. Ils ont fait des recherches, c'est aussi pour ça qu'ils ont avancé très vite, à la fois du point de vue de la réaction médicale, mais également du point de vue de la réaction, disons, sociopolitique, c'est-à-dire pratique du test généralisé, confinement des patients, des personnes qui avaient des raisons d'être considérées comme des transmetteurs, port généralisé du masque, qui lui-même est non pas culturellement, mais disons traditionnellement beaucoup plus fréquemment utilisé qu'en Europe. Ça pourrait changer d'ailleurs, hein. On va pouvoir s'asiatiser de ce point de vue-là prochainement, ça me semble inévitable. Mais en tout cas, le test et le masque utilisés à grande échelle et précocement ont plus la détection des cas et leur isolement précoce ont été vraiment les ingrédients de cette réussite. Et en continu, ce qu'il faut bien comprendre, alors d'une part, il y a quand même l'enjeu en Corée du Sud ou dans d'autres pays. Singapour est passé au confinement quand même, hein, vous le citiez tout à l'heure, mais Singapour est passé au confinement il y a quelques jours. Il me semble qu'il ne fallait pas opposer. Enfin, c'est un des problèmes de la position de notre gouvernement notamment, c'est d'opposer confinement et dépistage, par exemple, alors qu'en fait, les deux stratégies sont complémentaires, notamment dans la situation dans laquelle on était. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, on n'avait pas les moyens d'un dépistage étendu. Pour les mêmes raisons que j'ai indiquées sur les questions de la souveraineté, c'est qu'on est dépendant au niveau de la production des réactifs et qu'on n'a pas agi, et aussi parce qu'on n'a pas mis en place les autorisations administratives pour libérer le personnel, notamment des laboratoires de ville ou des laboratoires vétérinaires. Et enfin, parce que comme on a fait des choix technologiques ces 20 dernières années d'acheter essentiellement des machines qu'on appelle des automates fermés, c'est-à-dire des automates qui ne peuvent marcher qu'avec des réactifs d'une marque, Abbott ou Roche, on est dépendant en fait de la mise sur le marché de ces réactifs. Donc si vous avez un automate Abbott, mais que c'est le test Roche qui est autorisé en premier, vous ne pouvez pas faire de dépistage. Et en fait, en France, au tout début de l'épidémie, il n'y avait que dans les CHU qu'on pouvait faire des tests dépistage avec des réactifs amateurs. C'était dans les laboratoires où on avait acheté des automates ouverts. Donc là encore, grande dépendance à un quasi-monopole, enfin un oligopole de quelques grandes marques, privatisation de la production, qui nous amène à ça.
L'autre enjeu, c'est la question de l'adhésion à des mesures comme le tracking, donc le dépistage et le tracement. Et là, je pense qu'il faut être vraiment très très clair pour tout le monde, c'est qu'on sait que ça a marché en Corée du Sud parce que l'adhésion à ce type de mesures est très très différent de nous. Il y a eu d'autres crises d'épidémie qui ont permis ça. Voilà, ça pose quand même de très très grave problème d'atteinte des droits humains, la confidentialité. C'est l'enjeu des débats actuels. Il faut vraiment aller sur ça, puisqu'il y a quand même des possibilités d'avoir un traçage, mais anonyme, c'est-à-dire un système qui anonymise via vos téléphones portables, par exemple, où vous savez que vous avez été en contact et ça envoie anonymement des textos, des alertes à des personnes disant « vous avez été en contact récemment ». Mais tout ça, ça ne marchera que si le dépistage est étendu. Mais se pose vraiment la question du respect des droits humains. Et là, il faut être très très clair. La santé publique s'appuie sur le respect des droits humains. Et il n'y a aucune opposition à faire entre santé publique et droits humains. Le discours qui est tenu de la part de ce gouvernement notamment et de beaucoup d'éditorialistes, de commentateurs sur « Ah mais on est en période de crise, donc les libertés, donc la démocratie », ce sont en fait des gens qui ne croient pas dans la démocratie, s'ils pensent qu'elle est si facilement vulnérable par rapport à une crise. Voilà. Donc il y a un texte que l'association Elle a fait paraître dans le journal du dimanche aujourd'hui ou hier, notamment sur les enjeux d'un dépistage éthique. Et ça me paraît très très compliqué, c'est-à-dire qu'on a été tellement dans un discours faux sur le dépistage que là, quand ça va enfin s'ouvrir, ou bien avec donc la PCR, c'est-à-dire la charge virale, ou alors avec la sérologie, qui apportera peut-être un autre intérêt aussi, ça va vraiment y aller sur les employeurs qui voudront dépister avant de faire revenir leurs salariés. Il est question dans l'académie de Créteil, par exemple, de faire dépister tous les profs et les élèves avant de venir. Ben non, il faut que ça reporte sur le volontariat, l'adhésion, la conviction, pas la coercition. Et c'est comme ça que la santé publique avancera. Là, moi, je voudrais introduire une petite dissonance là. Je ne suis pas aussi sûr que vous que santé publique et liberté publique soient spontanément aussi compatibles et se recouvrent l'une l'autre sans reste. Il y a dans la santé publique une démarche de contrôle populationnel. Là, la santé publique telle qu'on en parle là, elle suppose une action de l'État vers la société prise dans son ensemble qui arrase un petit peu les situations individuelles. Et par exemple, le confinement, c'est une atteinte à la liberté d'aller et venir, et c'est une atteinte aux libertés. Alors, elle peut être vécue comme une atteinte nécessaire, comme un pis-aller que l'on accepte faute de mieux et de façon temporaire. C'est comme ça que je le conçois. Mais je ne pense pas qu'on puisse nier qu'il s'agit d'une atteinte aux libertés. Vous avez raison et je suis allé trop vite. Ce que je voulais dire, si on prend l'exemple du confinement qui est effectivement une atteinte aux libertés de circulation réelles, la question c'est comment on suscite l'adhésion pour une mesure qui est nécessaire et justifiée sanitairement. Si on passe, comme l'a fait le gouvernement, par la culpabilisation, du paternalisme, la répression, on voit bien qu'il y a des soucis. Ça provoque l'arbitraire des contrôles policiers, ça réveille les biais, les biais des violences policières racistes et surtout, voilà, moi je trouve ça complètement fou que tout d'un coup Emmanuel Macron arrive le premier jour pour sa deuxième allocution pour dire « Oh, vous respectez pas bien le confinement, c'est pas bien ». C'est le gouvernement qui a réuni un conseil des ministres exceptionnel le samedi 29 février dédié au coronavirus, qui a détourné ce conseil des ministres exceptionnel pour produire le 49.3 pour la loi sur les retraites. Alors on pouvait dire à l'époque on ne pouvait pas savoir, mais quel signal ça a été envoyé. L'exemple que j'ai donné en début d'émission, 4 heures avant l'annonce de Macron de fermer les écoles, Blanquer qui dit il ne faut pas fermer les écoles. Le dimanche suivant, voilà. Donc on a une série comme ça de discours totalement contradictoires. Comment les gens peuvent prendre au sérieux la nécessité du confinement? C'est logique qu'il y ait des résistances ensuite pour une telle mesure. Et donc plutôt que de reconnaître les erreurs qui ont été faites, de se remettre à un niveau d'égalité de la situation en disant nous aussi on n'avait pas pris la mesure, non, on a joué les pères la morale en disant c'est pas bien, repris par tous les médias avec les micro-trottoirs, les schèmes dans la rue, oh là là, vous n'êtes pas bien. Et ça, c'est ça que j'appelle contraire à la santé publique. C'est évidemment je suis absolument d'accord, c'est la loi odieux et inefficace. Zouhair, sur cette politique de confinement et de test, votre avis là-dessus. Et je voudrais rajouter une question pour vous là sur le confinement. On en avait discuté avant-hier avec Achille Mbembe et Kissama Marlette sur le fait que ce serait beaucoup plus difficile, cette politique de confinement dans les pays du Sud, notamment pour les populations les plus précarisées où ça les condamne presque à mort pour certaines populations que s'ils ne peuvent pas sortir, elles ne peuvent pas se nourrir, elles ne peuvent pas travailler. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est applicable dans les pays du Sud? Non, mais ça ne les condamne pas à mort pour la raison que vous venez de dire, c'est inapplicable, tout simplement. Impossible.
C'est En fait, impensable quand on connaît Delhi, Kinshasa, Abidjan, Lagos, Nairobi. Enfin, c'est tout simplement impensable. Sauf Ouais, dans quelques quartiers, les quartiers privés. Naturellement, dans toutes ces villes, il y a aussi des quartiers aisés, voire très riches. Là, en effet, le confinement ne posera absolument aucun problème, parce qu'en plus, il y a des esclaves pour venir nourrir les gens, s'occuper des vieux, apporter la nourriture, etc. Mais ailleurs, ouais. c'est intenable, c'est pas possible. Zoé, vous partagez cet avis? en fait, je pense que le confinement, effectivement, c'est un test. Il y a une gouvernance partout par la peur. Et la peur, en fait, c'est quelque chose qui tétanise l'individu. Et quand j'ai fait des missions, notamment en Afghanistan, et en fait, quand on voit la peur qu'avaient les gens vis-à-vis d'un régime dur et qui leur prive de liberté, on m'a dit en aparté, vous savez, entre la liberté et la sécurité, je préfère choisir la sécurité. Parce que c'était soit ce régime dur, mais on pouvait rouler tranquillement, parce que celui qui volait, on coupait la main, soit c'était les coupeurs de route. D'ailleurs, maintenant, dans le nord-ouest de Syrie, vu que Nusra est devenu très faible, il y a beaucoup de gens qui font de la vendetta. De la vendetta parce que, et qui ont fait tourner tout ce rêve de liberté, de printemps arabe en cauchemar. En cauchemar jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui ont combattu pour ça de la première heure, de la liberté, de la démocratie, de la liberté d'opinion et tout. Et maintenant, on préfère un régime dictatorial que de l'arbitraire. Malheureusement, quand on donne le choix à l'individu, bien sûr, il va choisir la démocratie, la liberté, le choix, et qu'on lui explique et qu'on essaie de le convaincre. Mais des fois, les régimes en place, en fait, ils ne veulent pas convaincre, ils vont donc travailler sur la peur. Et la peur, ils tétanisent. Regardez l'Égypte actuellement. Ils sont tétanisés depuis 2013 par la peur parce on a tué 3000 personnes et on a brûlé une mosquée et c'est réglé. Et celui qui dit le moindre mot lui colle une étiquette et c'est cuit. Et d'ailleurs, le régime actuellement, il n'arrête pas de mentir. Il dit que tout va bien chez moi. Et personne, celui qui ose même critiquer sur les réseaux sociaux, il peut être pris dans la nuit et c'est réglé. Alors, dans les pays du Sud, vous savez, il y a un couvre-feu. Je suis les choses au Maroc, de mon pays d'origine, et je vois la rue. Avant 6 heures, il y a tout le monde qui circule. Après 6 heures, les services de la Bastan travaillent et tout le monde doit rentrer à la maison. Alors en fait, il rigole, il dit Corona, il ne sort que le soir. La journée, il n'y a pas Corona. Et en fait, ils n'ont pas de bavette. Et en fait, comme eux, vous savez, maintenant, on va les obliger de mettre la bavette comme on les a obligés avant de mettre les casques. Alors, les casques pour les mobilettes, ils les mettent comme ça, ou bien ils le mettent sur la mobilette. Et quand le flic l'arrête, lui dit alors, ce casque, pourquoi tu ne le mets pas? Il me dit le voilà. Il me dit mais ça, c'est le casque pour la mobilette. Où est-ce qu'il est ton casque? C'est la bavette, la même chose. Ils la mettent ici, la mettent en bas. Et après, ici, donc, ils ont tous les virus qui sont là, qu'ils ramènent sur leur bouche. C'est du n'importe quoi. Et en fait, c'est une politique de confinement qui marche à la baguette. Et après, combien de temps les gens vont tenir? C'est pas possible parce que ça va exploser à un moment ou à un autre. Et je pense que la sortie de crise fera un glissement de la santé, exactement comme, je cite encore le Maroc, pour que les gens se fassent vacciner à la BCG parce qu'il y a beaucoup de tuberculose. Le roi Hassan II avait imposé qu'on n'inscrit pas l'enfant sur l'état civil s'il n'est pas vacciné. Et donc, les gens étaient obligés de vacciner. C'était une lutte pour lutter contre la tuberculose et mettre ce vaccin. Et je pense qu'il est salutaire. Et malgré ça, on est encore un pays d'endémie de la tuberculose parce que les vies n'ont pas changé. Parce que l'amélioration de vie, parce qu'il n'y a pas de soleil dans les maisons, parce que les gens ne mangent pas correctement. Maintenant, on a des pièces, en fait, des gens qui vivent à 9, à 8 dans un F2, mais ce n'est pas possible. La violence conjugale, elle a augmenté. Il y aura beaucoup de divorces après ce confinement, même maintenant, je pense, parce qu'on ne peut pas maintenir des gens dans des confinements qui sont mal adaptés, d'autant plus qu'eux avaient le soleil, comme disait Aznavour. La misère, elle est plus tolérable au soleil. Justement, dans cette question de confinement, dans un article, vous aviez, dans un entretien, Ronnie Bourman, vous aviez
pointé les inégalités dans le confinement. Vous pouvez expliciter ce point? Mais oui, moi c'était par rapport à ce que l'un de nous disait tout à l'heure, je crois, Jérôme Martin disait tout à l'heure au sujet des instructions ou des réprimandes ou de la stigmatisation qui s'abattent sur les gens qui ne respectent pas les instructions. Le confinement, il est extrêmement inégalitaire. Moi, je suis par exemple dans des conditions tout à fait acceptables, décentes de confinement. J'ai de l'espace, j'ai pas de petits-enfants chez moi. Je peux sortir parce que j'ai un petit jardin et donc je ne souffre pas du confinement. Mais des gens qui sont à 5, 6 ou 7 dans un espace de 50 mètres carrés au 5e ou au 10e étage d'un immeuble, ils ne sont pas du tout dans les mêmes conditions. Il y a du bruit, il y a de la tension, il y a ce dont Boyer parlait à l'instant. Rester à l'intérieur, ça devient simplement infernal. Ça n'est pas possible. Donc il faut arriver à moduler ça. Et des gens qui, du haut de leur confort morigène, tensent comme ça sur un mode extrêmement paternaliste et méprisant ceux qui n'arrivent pas à se confiner, ils ajoutent l'odieux à l'inefficace, comme je le disais tout à l'heure, parce que de toute façon, ça n'a évidemment aucun effet, parce que c'est inacceptable, invivable. Donc il faut trouver d'autres choses pour ça, une autre façon d'en parler et d'autres moyens pour isoler les gens, d'où d'ailleurs l'importance de tester, de savoir quels sont les risques réels pour que ceux qui n'ont pas besoin d'être confinés puissent sortir. Alors là, il y a des goulots d'étranglement, en effet, dont il a été question aussi, qui rendent la chose difficile, qui rendent la chose inapplicable dans l'immédiat, mais qui peut offrir une voie de sortie. Mais en tout cas, les engueulades publiques et l'attitude des chaînes info, la bonne conscience bourgeoise, repue, absolument odieuse, en effet, c'est très, très négatif, c'est très néfaste. Alors, on va continuer sur les questions. Il y a Monira Moon qui demande « Que pensez-vous de l'initiative lancée notamment par Bruno Gassio et qui consiste à porter plainte contre X dans le cadre de la gestion de la pandémie ?» Alors, pour rappel pour les auditeurs, on a fait une émission il y a une semaine avec Bruno Gassio et Daniel Bono sur ce thème-là. Donc, je vous invite à regarder cette émission après que celle-là soit terminée. Donc, est-ce que vous pensez que c'est judicieux de porter plainte contre le gouvernement ? Moi, je pense. Allez-y, Zouhair. Ouais. De toute façon, c'est pas le moment, je pense. C'est pas le moment parce que ce que disait maintenant Ronnie, c'est en fait c'est des empoignades maintenant qui en fait on crée de la diversion. Maintenant, ce qu'on veut, c'est arriver au bout du tunnel, c'est d'avoir une vision. Personne n'a de vision. On commence à dire 15 jours, après un mois, maintenant on dit peut-être 2 mois, 3 mois, on ne sait plus. On ne sait plus où est-ce qu'on va. Et on voit un peu les gens comment ils vont tenir. Par contre, il y a des méthodes. Les méthodes, c'est un dépistage massif, un isolement de gens vraiment malades et traiter correctement ceux qui sont malades. Comment dirais-je, le suivi par le téléphone, ça, je pense que c'est un problématique. Mais je pense malheureusement qu'on va aller vers ça parce que je les vois venir. Ils disent non et après ils disent peut-être. Après ils disent mais si vous voulez sortir de confinement, ça va être ça. Ça va être vous allez être suivi. Comme Orange a donné qu'il y a 1,2 million personnes qui sont parties de Paris pour se mettre au vert en banlieue, bah, on va donner tous nos éléments et on va être tracé plus qu'on l'est déjà. Et malheureusement, ça va être ça ou ça. Et ça va être de la santé publique. Si vous voulez qu'on sorte du confinement, je le vois venir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jérôme et Ronnie, mais moi, je le vois venir qu'on va être pisté. Oui, ça semble être en train de se dessiner, en effet. Moi, je ne sais pas si c'est techniquement possible et utile. Je suppose qu'il faut quand même un haut niveau d'adhésion à ce genre de choses, si c'est sur la base du volontariat, pour qu'il y ait des résultats crédibles. Mais j'avoue que je suis incapable de me prononcer. Mais quant à la question des plaintes, je dirais que j'ai une position intermédiaire entre les deux. Je constate qu'il y a déjà un certain nombre de plaintes qui ont été déposées auprès du Conseil d'État, Cour de justice de la République et d'autres instances. Je n'ai pas suivi dans le détail, mais enfin, en tout cas, il y en a déjà un certain nombre. Et moi, je pense qu'il est utile de maintenir une pression sur les décideurs compte tenu des erreurs, des errements
qui ont marqué le parcours de ce gouvernement jusqu'à présent. Donc une certaine pression. Cela étant, moi aussi, comme médecin, comme vous, j'ai en tête l'importance de se concentrer sur les soins pour ceux qui en ont le plus besoin et la prévention immédiate, primaire, de ces complications. Donc, j'irai peut-être pas jusqu'à la position de Bruno Gassio en invitant tout le monde à porter plainte contre X au risque d'embouteiller des tribunaux qui ont déjà bien du mal à suivre. Mais je retiens une proposition qui a été faite par un ancien directeur général de la santé qui propose dans le monde aujourd'hui une critique, je trouve, très, très structurée des erreurs ou des fautes du gouvernement. Je pense que c'est William Dab, qui est un prof de santé publique. William Dab suggérait d'ajouter aux applaudissements de 20 heures que l'on entend tous les jours et qui sont une manifestation émouvante de solidarité qu'il faut poursuivre. Il proposait d'ajouter à midi une sortie sur les balcons ou aux portes pour gueuler, au sens matériel du terme, contre l'impéritie, l'incurie des autorités. Et donc d'éviter que ces applaudissements de 20 heures soient récupérés comme une sorte d'encouragement collectif adressé aux autorités et soient tempérés par cette protestation. Et je trouve que cette protestation de masse, je trouve que c'est une excellente idée et que cette protestation de masse, il faudrait la répandre, la développer. Il y a Mathieu Bellassène dans l'émission qui encourageait aussi à faire ça. Jérôme Martin? Sur la question de la plainte, notamment au pénal. Alors, comme l'a dit Ronnie, il y a eu des saisines de la requête. Par exemple, nous, avec le CIH, le collectif interhôpitaux, le collectif interurgence, Aide, Acte Paris, on a fait un référé mesure utile auprès du Conseil d'État pour qu'il oblige l'État à prendre toutes les mesures nécessaires, notamment les réquisitions contre les pénuries de médicaments. Le Conseil d'État a refusé. Voilà, il faut qu'on revoie il faut qu'on étoffe la requête, puisque le Conseil d'État n'est pas convaincu qu'il y ait une carence de la part de l'État et du gouvernement actuellement. Concernant le pénal, moi, alors je n'ai pas regardé de fond la proposition de Gassio, mais comme l'a dit Ronnie, on a besoin de pression. C'est-à-dire qu'il y a tout un discours qui consiste à dire il faut attendre plus tard, avec lequel je pourrais être d'accord, notamment sur la question de l'évaluation des responsabilités en termes pénals. Le souci, c'est que c'est maintenant que les erreurs se font, c'est maintenant qu'elles coûtent des vies et des contaminations. Et que là où en temps normal, un gouvernement, quels que soient les désaccords politiques, quelles que soient les surprises liées à la crise qui leur est sidérée pendant une semaine, 15 jours, là, ça fait quand même 1 mois et demi, les erreurs se reproduisent, la communication n'est pas transparente, sur les pénuries, on ne sait pas ce qu'ils font. Sur les moyens donnés aux hôpitaux, on ne sait pas ce qu'ils font. Et quand on arrive à savoir ce qu'ils font, on se rend compte qu'ils mentent en fait sur ce qu'ils font. Ce qui fait que moi, j'ai vraiment acquis la conviction qu'il n'y a que les menaces de ce qui va se passer après pour eux en matière de carrière politique, de responsabilité pénale, qui ne peut les amener. Je serais vraiment ravi d'être démenti si lundi, par exemple, Macron annonçait enfin des choses en disant « je n'y crois très très peu ». Donc je pense que voilà. Alors après, l'enjeu, c'est aussi de ne pas inonder les juridictions avec des plaintes comme ça. C'est vraiment des choses qui doivent être stratégiques. Hein. Ça ne doit pas se faire sur le coup de la douleur parce qu'on a perdu quelqu'un dans des conditions atroces et qu'on pense qu'il y a un recul nécessaire à avoir. Voilà, il faut que ça soit pensé et réfléchi pour ne pas être contre-productif. Mais sur le principe, ça me paraît très très important. Enfin, et c'est surtout indispensable vu le contexte politique actuel et ce mur total que le gouvernement a construit entre lui et la société civile, en piétinant les recommandations. On parlait du conseil scientifique. Le conseil scientifique ou le comité d'éthique, le 13 mars, ont bien dit qu'il fallait s'appuyer sur la société civile, communiquer en toute transparence. Alors, ce gouvernement qui nous dit qu'il s'appuie sur la recommandation scientifique ne s'appuie pas sur la société civile, se coupe totalement d'elle. On ne nous répond pas. Hein. Mais quand je dis on ne nous répond pas, c'est y compris aux dirigeants de la PHP. Il y a des dirigeants de la PHP qui disent il y a des pénuries, aucune réponse du ministère de la Santé. Donc, la carence de l'État est là, et s'il faut leur dire, si vous ne nous répondez pas, on montrera que vous avez été... on a l'accusé de récession qui prouve qu'on vous a dit tel jour qu'il y avait tel médicament qui manquait, vous n'avez rien fait, vous n'avez pas répondu, il faudra bien le faire, et il faut le dire dès maintenant qu'on va le faire. Alors, ce que je vous propose, là, on a dépassé, et ce que je vous propose, c'est qu'on reste encore 15 minutes jusqu'à 40, ça vous va ? 40. Je fais encore une ou deux questions et fait chacun sa conclusion. Une ou deux questions, on essaiera je suis désolé d'être un peu plus court dans les réponses, ça vous va ? On va faire ça. Alors, une question de Hicham Midi qui demande la réponse des États, confinement, tracking, état d'urgence, n'est-elle pas disproportionnée ? Le taux de mortalité du Covid-19 n'est pas si élevé.
Non, le taux n'est pas élevé et d'ailleurs même il est probable qu'on va s'apercevoir qu'il est plus bas que ce que l'on a constaté aujourd'hui lorsqu'on aura une idée de la population qui a été en contact avec le virus et pas simplement de la population beaucoup plus restreinte qui a manifesté des signes cliniques à partir de ce contact. Mais ce n'est pas la létalité qui compte. La létalité, c'est le nombre de cas par rapport à la population concernée. Ce n'est pas la létalité, c'est le nombre absolu, en l'occurrence. Dans une population qui est probablement dépourvue d'immunité dans la mesure où il s'agit d'un virus nouveau, et il y en aura d'autres d'ailleurs, ce sont des épisodes qui vont inévitablement se reproduire, il est quand même relativement contagieux. On estime que son taux de reproduction est d'environ 2,5, 3. Ça veut dire que, par exemple, une personne atteinte par le virus, pas nécessairement malade, mais étant elle-même touchée par le virus, peut infecter en l'espace d'un mois environ 250 personnes. Ça va vite quand c'est comme ça. Chacune des personnes infectées pouvant elle-même infecter en un mois 250 personnes. Donc ça grimpe extrêmement vite. Dans cette mesure, on peut prévoir une létalité très importante et dans cette létalité, pas seulement des gens qui sont en fin de vie et dont la vie finalement ne serait raccourcie que de quelques semaines, mais des gens qui sont dans la force de l'âge, y compris dans le 3e âge, mais dans la force de l'âge, et ça commence tôt. Donc non, je pense qu'il est tout à fait justifié de prendre cette menace pour réelle. Oui, une petite proportion d'un gros chiffre, ça peut donner quand même des chiffres importants. C'est exactement ça. Et de rajouter à ça aussi. Le pourcentage il est bas, mais c'est vrai que la gravité de l'atteinte et le nombre important, c'est ça en fait, qui fait que les gens ont peur. Et quand on extrapole, on dit voilà, il pourrait y avoir beaucoup de personnes. Et on va suivre ce qui se passe en Hollande et en Suède, des pays européens pas confinés, qui n'ont pas plus de malades que nous et qui vivent normalement avec des restrictions pour les personnes fragiles. 3e âge, diabétiques, cancéreux, les patients qui ont une immunité diminuée, qui peuvent être malades rapidement. Ça, je pense que tout le monde a compris que même en France, les gens qui savent qu'ils sont plus fragiles font plus comment dirais-je, de précautions, ont mis des bavettes bien avant tout le monde parce qu'ils étaient alertes à ce niveau-là. Mais je pense qu'effectivement, avec le temps, on va baisser le niveau d'alerte, même pour nous médecins, pour vraiment être alerte vis-à-vis de ceux qui ont besoin d'être protégés. Et comme on en a parlé au début de l'émission, en fait, au niveau des EHPAD, où déjà on avait des aides-soignantes qui étaient très mal en point parce qu'ils ne pouvaient pas donner plus de 10 minutes par patient et par jour. Alors, pour surveiller des malades qui ne vont pas bien et qui s'écroulent doucement, ah ben là, forcément, on a un taux de morbidité qui se transforme en mortalité qui est inacceptable. Et peut-être pour bien redire à l'auditeur et puis à tous ceux qui se posent cette question, qui est complètement légitime, hein, notamment au vu des discours contradictoires tenus sur le confinement par le gouvernement, et là, les discours contradictoires tenus sur le déconfinement, c'est que l'enjeu, il était aussi de voir quelles populations étaient les plus fragiles. Les mesures de confinement, elles ont été ouvertement annoncées. Là, il y a quand même eu un peu de transparence. Il y avait effectivement le fait que la mortalité n'était pas forcément très importante par rapport à d'autres épidémies, mais c'est qu'on savait que ça allait toucher des personnes âgées, et que ça allait surtout saturer des services de réanimation. Donc après, on peut se faire de la politique fiction avec des si. Si on n'avait pas eu des politiques libérales qui avaient démantelé les services hospitaliers, qui avaient empêché un dépistage très, très réactif par rapport à une nouvelle épidémie, si on n'avait pas délégué aux employeurs la responsabilité des masques et de l'achat des masques, comme ça a été le cas par ce qui s'est fait sous Marisol Touraine, etc., peut-être que le confinement n'aurait pas été possible. Donc là, il se trouve qu'il n'y a pas tout ça. Le confinement était une mesure. Se poser les questions de politique fiction de si on avait eu ça, c'est pas forcément inutile parce que ça permet de travailler à ce qu'il faudra dès maintenant penser pour le monde d'après, comme ils disent. Pour moi, le monde d'après, c'est maintenant qu'il se pose. Donc, poser les erreurs passées, c'est maintenant qu'il faut les poser. Mais c'est clair que le confinement, moi, me semble totalement indispensable. Alors, je vais prendre une dernière question d'un auditeur et je vais rajouter une question, moi, sur cette question. Et ça va permettre pour vous de faire un peu la conclusion de tout ça. Il y a Daman Sky qui demande quel serait le modèle à suivre ou à prendre en exemple qui a fait ses preuves pour une meilleure santé publique.
Et moi, je rajouterais, on est tous là, on est engagés, que ce soit dans des causes humanitaires ou politiques. Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant pour améliorer les choses et après le confinement? On commence par qui? Ben, je me lance, Allez. si vous voulez, en avançant d'abord une précaution. Ce qu'il faudrait faire pour la France, par exemple, ce serait imiter l'Allemagne, parce que les autres pays, la Suède, les Pays-Bas, sont des entités beaucoup plus limitées, des populations beaucoup plus petites, et la taille de la population joue un grand rôle dans la possibilité de mettre en œuvre des mesures collectives. Plus la taille est importante, plus les moyens de coercition sont importants à mobiliser, et donc plus ça devient difficile de toute façon. En Allemagne, une population de 80 millions, un pays de 80 millions d'habitants, on est dans des proportions comparables. Cela étant, ça rejoint la notion de politique fiction que Jérôme Martin évoquait à l'instant. L'Allemagne a utilisé massivement et précocement les tests, a incité précocement les gens à se protéger, notamment avec les masques, et a un grand nombre de lits de réanimation, en gros 2 fois plus par habitant qu'en France, et beaucoup plus que de toute façon la moyenne de tous les pays comparables. Donc on peut dire que, puisqu'il s'agit de penser un modèle efficace dans cette réaction-là, regardons vers l'Allemagne, parce qu'elle a à la fois une approche modulaire, on n'a pas les mêmes restrictions selon les endroits, selon le type d'habitat. Par exemple, un habitat dispersé et un habitat dense ne relèvent pas des mêmes problèmes de santé publique et de restrictions. Donc on peut moduler les mesures en fonction de plusieurs critères de ce type-là. Mais la lucidité oblige à considérer qu'il y a des mesures qui font la preuve de leur efficacité, mais qui ne sont pas toutes disponibles au même moment et à la même échelle. Et donc, à chaque fois, on est dans une situation particulière. Donc, les modèles ne sont pas forcément... ne sont pas exportables comme cela. Mais enfin, en tout cas, l'Allemagne, aujourd'hui, a de meilleurs résultats que la France. Exactement. En fait, l'Allemagne a des meilleurs résultats parce qu'on voit qu'ils font du dépistage massif qui fait qu'on peut donc voir les gens. Moi, en fait, je pense qu'en France, on dirait qu'on est gouverné par des gens qui sont à la population parce que ce changement de posture à chaque fois et cette notion que sont le français qu'il est pris de haut par ses dirigeants a un peu nuit à la marche d'une épidémie en fait ou d'une atteinte un peu transversale de la population parce qu'effectivement on voit qu'il y a une inégalité au niveau du confinement, qu'au niveau des beaux quartiers les gens peuvent sortir et que quelqu'un qui se balade sur une plage en Bretagne, il est appelé par un drone. C'est un peu le Big Brother qui sort ses muscles pendant une crise sanitaire et ça, politiquement, ça dérange énormément de Français qui commencent, on le voit sur les réseaux sociaux, qui commencent à devenir très méfiants, disons même vers une défiance. Une défiance qui alimente la théorie du complot, qui alimente beaucoup de choses. Et je pense, personne n'a de vision comment on va sortir de cette crise. Quand est-ce qu'on va sortir parce que c'est aussi déconfiner les gens d'un coup. S'il y a un pic, on va encore ne pas être content vis-à-vis de ce gouvernement. Donc, sa place n'est pas facile non plus, je pense. Jérôme Martin. Alors, moi, j'ai du mal à réfléchir en tant que modèle, comme ce qui était indiqué, comme modèle qu'on pourrait importer pour les raisons qu'on indiquait. C'est-à-dire que l'Allemagne, il y a des choses qui ont marché, mais l'Allemagne a par exemple beaucoup plus de lits de réanimation que nous. Donc il y a des choses qui n'auraient pas pu être adaptables de toute façon, vu ce que nous, on a choisi de faire. Donc je préfère raisonner en termes de leçons tirées d'eux. Voilà, il y a beaucoup de leçons à tirer de la lutte contre le sida et de l'activisme sida, même si les épidémies sont évidemment très différentes et le virus très très différent, en matière de défense des droits sociaux, en matière d'enseignement sur ce que c'est que la santé publique, l'adhésion à des recommandations, ce qu'on disait, ne pas fonder sur des discours de santé publique sur la culpabilisation, la criminalisation, mais bien sur l'adhésion, sur la compréhension, sur l'empowerment des personnes. Tout ça, il y a vraiment des grandes pistes à explorer, en sachant que tout n'est pas rose, mais il y a vraiment des choses. Je crois que,
la question, elle portait aussi sur l'après, quel modèle après. Mais moi, ça me semble très, très important de se rendre compte que là, on est dans la crise et qu'on ne pourra pas en sortir avec les méthodes qui nous ont mises dedans. Et je reviens vraiment sur cette question de pénurie des médicaments, vu que c'est là-dessus qu'on bosse et que vraiment, j'espère qu'on se trompe, mais la situation risque d'être vraiment catastrophique. On parle de médicaments de sédatifs, de curares, c'est-à-dire les médicaments qui sont nécessaires à l'intubation des personnes. Donc, si ça vient à manquer totalement, ce sont des personnes qui vont mourir alors qu'on aurait pu les sauver. Les produits sédatifs qui sont déjà en sous-standard, on utilise des substituts en sous-standard dans les soins palliatifs, dans les EHPAD, c'est ce qui vous empêche de mourir en souffrant. Donc, c'est la question de la dignité humaine qui est partie. On a indiqué tout au long de l'émission les facteurs très conjoncturels maintenant, mais aussi des choses qui datent de 20 ans qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain. Mais le problème, c'est que si on reste dans les mêmes logiques, on ne s'en sort pas. Et donc, pour moi, les modèles, ce n'est pas pour après, c'est dès maintenant, qu'est-ce qu'il est possible de faire en changeant radicalement de politique, notamment la question des réquisitions. C'est-à-dire une programmation des besoins. Évidemment, il faut faire vite, ça va prendre du temps, mais une programmation des besoins, et là encore, il y a déjà beaucoup de travail. L'identification des chaînes de production en France qu'il faut réquisitionner, réaffecter les médicaments non nécessaires, du genre on n'a pas besoin de Viagra actuellement, ce n'est pas l'urgence. Donc s'il y a du Viagra qui est produit en France, on réaffecte les lignes de production à des choses plus urgentes, on augmente la production locale, on retrouve une souveraineté. Et ce n'est pas demain, ce n'est pas pour demain, il ne faut pas attendre qu'il y ait 5000 morts qu'on aurait pu éviter pour commencer à mettre ça en place. Demain, ça sera comment est-ce qu'on intègre ces logiques d'urgence dans le plus long terme, dans un système là-dessus. Et là, il y aura des grandes bagarres à mener parce que je suis sûr qu'En Marche ne voudra pas changer, contrairement à ce qu'ils disent. Mais la loi d'urgence qui a été votée il y a 15 jours, qui a fait donner les ordonnances pour laisser plein de gens en prison, les détentions prolongées provisoires, pour exploser le droit du travail, le nombre d'heures travaillées par semaine, alors que ça n'a aucun sens sanitaire. Elle prévoit aussi ces réquisitions, et depuis 3 semaines, le gouvernement ne les a pas tenues. La carence de l'État, elle est là aussi. Mais alors, pour finir, pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour soutenir ces initiatives, pour essayer d'avoir du poids et de changer les choses, surtout actuellement? Alors, vous pouvez suivre, en ce qui nous concerne, vous pouvez suivre le travail de l'Observatoire. On fait régulièrement des appels à mobilisation. Il y a ce qui a été indiqué sur l'Observatoire là-dessus, mais des rassemblements d'interpellation virtuels sur les réseaux sociaux qui me permettent de maintenir la pression, notamment dans les lives Facebook d'En Marche. Ça paraît très très important, montrer que la société civile est mobilisée, se renseigner, relayer les appels à témoignages qu'ont fait les soignants sur les manques, puisqu'on en a besoin pour les plaintes. Relayer aussi les initiatives locales qui ont été faites de solidarité. Par exemple, à Saint-Denis, où j'habite, tous les collèges et lycées se sont mobilisés pour aller donner des gants qui se trouvaient dans les salles de sciences, des gants, des masques, des imprimantes 3D, pour aller les donner à l'hôpital de La Fontaine de Saint-Denis. Et en sachant que ça venait d'initiatives locales, de syndicat à syndicat de profs, et pas du tout du haut et de carence. Et donc, de faire émerger tout ça, faire émerger les témoignages, ça nous aide aussi dans le combat, à nourrir le combat et à concrétiser un petit peu la prise de conscience collective et surtout celle du gouvernement. Oui, moi je me reconnais pleinement dans ce qui vient d'être dit. Je pense que les initiatives locales, on en constate dans plein d'endroits, qu'il s'agisse de fabriquer du matériel ou d'en trouver ou d'aider des gens qui sont dans le besoin bref, des manifestations de solidarité qui sont aussi des manifestations de sociabilité. En ces temps d'isolement et de méfiance généralisée, chacun pouvant être une menace pour l'autre, il est bon de recréer aussi cette façon-là d'être ensemble. Et puis, pour les réseaux sociaux, les utiliser comme les vecteurs d'une protestation sur le mode « on n'est pas dupe, attention, oui, il y aura des comptes à régler et on en fait la liste dès aujourd'hui ». Je pense qu'on est dans un moment de crise, et le moment de crise fait apparaître le meilleur de nous-mêmes et le plus mauvais de nous. Des gens aussi, comme il y a un numéro 17 qui est saturé par les délations dans certains endroits de France, malheureusement, il y a surtout dans le 93 que j'ai constaté, que j'observe, je soutiens, pas mal d'associations qui sont mobilisées pour les personnes seules, pour les personnes avec des revenus diminués, des psychologues qui ont mis en ligne des lives pour un peu soutenir les gens, parce qu'il y a 2 problèmes. Soit dans ce confinement, soit la personne elle est seule et elle est donc atomisée et peut vraiment craquer, et même si elle est déprimée, passer à un acte de suicide. On en a vu des cas.
ou bien, soit le problème inverse, c'est qu'on est 8 dans un 50 mètres carrés, comme disait Ronnie, et que ce n'est pas possible. Donc, ce maintien psychologique, ce don de soi, ces dons de denrées alimentaires, cette création cette solidarité qui se crée pendant ce moment de crise est très importante, surtout dans les quartiers populaires. Voilà, oui, il y a plein d'initiatives qui naissent d'elles-mêmes par les gens dans le local. Eh ben, écoutez, on va finir sur ça. Merci à vous trois. Avant de nous quitter, je voudrais faire 2-3 mots. Tout d'abord, de rappeler les gens à continuer à liker et à partager cette vidéo, à s'abonner sur la chaîne, pour les dons sur le lien qui doit s'afficher sur l'écran. On va se retrouver lundi pour parler d'un sujet que Jérôme Martin a abordé 2-3 fois. C'est le cas des prisons, la situation dans les prisons. Et pour ce faire, on va recevoir Jean-Marc Rouillant et Fatira de Gouraya, donc lundi à 18h. Je voulais aussi, un petit mot à titre personnel, souhaiter un joyeux anniversaire à une de l'équipe de Parole d'honneur, à Louisa Slimani. Donc, joyeux anniversaire. Et voilà, on va s'arrêter là. Merci Jérôme Martin, merci Ronnie Broman, merci Zouahir Lana. J'espère qu'on vous retrouvera peut-être un de ces quatre sur le plateau. J'espère que ce sera en vrai et pas seulement en live sur Parole d'honneur. Et ben, il me reste. Voilà. J'espère que vous a plu cette discussion. Oui, merci à vous, tout à fait. Canapé rouge qui est pas mal, ça serait bien. On fera ça. Eh ben, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et bonne soirée aux auditeurs et prenez soin de vous. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.